Bonjour, bienvenue dans la revue d'actu environnementale. Je m'appelle Josué, je suis étudiant en journalisme et chaque semaine, je t'aide à t'informer sur les actus principales autour de l'environnement. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche si le concept te plaît. Trêve de bavardage, place à la vidéo. Elle s'organisera comme chaque semaine en deux parties. Tout d'abord, l'actu chaude, où on abordera les sujets autour de l'environnement qui ont fait la une cette semaine. Et puis en seconde partie, la piscine. Une partie où on se rafraîchit avec des conseils d'articles et de vidéos YouTube moins inscrits dans l'actu qui abordent des sujets plus transversaux mais tout aussi importants. Car impossible de parler d'environnement en étant complet si on ne se base que sur de l'actu immédiate. Et comme chaque semaine, tous les liens d'articles et de vidéos que je citerai sont dans la description de la vidéo. Voilà, il faut juste appuyer sur afficher plus. Mais bon, la piscine, on verra ça plus tard. Place à l'actu chaude. Avec au sommaire le jour du dépassement dépassé ce jeudi 28 juillet, la sécheresse la plus importante en France depuis 1959, une loi pouvoir d'achat qui contient des mesures climaticides, ou encore le retour en grâce de Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite dans la diplomatie mondiale grâce au pétrole. C'est parti. Et commençons comme chaque semaine avec la une de la semaine. C'est l'Humanité qui est à l'honneur car cela m'a surpris, mais c'est le seul quotidien français qui a fait sa une sur le jour du dépassement. Mais alors, qu'est-ce que ce jour du dépassement? C'est la date à partir de laquelle l'humanité vit à crédit, car elle a consommé tout ce que la planète Terre est capable de produire en un an. Alors c'est surtout une date symbolique calculée par l'ONG Global Footprint Network, mais elle permet de voir l'augmentation constante de notre consommation des ressources planétaires. Par exemple, en 1970, ce jour du dépassement était le 31 décembre, alors que cette année, il a été calculé au 28 juillet, principalement à cause d'un système agricole qui entraîne de la surconsommation. Théoriquement, il nous faut donc 1,75 planètes pour satisfaire notre consommation. Et si tout le monde vivait comme un Français, il en faudrait même 2,9. Des chiffres qui reviennent malheureusement chaque année, mais qui sont bons à rappeler. Et on passe à la deuxième actu chaude de la semaine, l'intense sécheresse qui frappe la France. Il y a une semaine, je vous parlais des incendies, encore la semaine d'avant de la canicule, mais bon, vous comprenez bien que canicule, incendie et sécheresse, voilà, c'est vraiment entremêlé. Mais cette semaine, j'ai choisi de me concentrer vraiment sur la sécheresse, déjà car je n'avais pas eu le temps d'en parler, mais aussi car 93 des 96 départements de la France métropolitaine sont placés au-dessus de la vigilance sécheresse par le gouvernement. Pour faire simple, seuls Paris, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, ici en blanc, sont épargnés. Et comme vous l'apercevez sur cette carte, plusieurs niveaux de restrictions sont en vigueur. Pour les 9 départements en jaune, qui sont en alerte sécheresse, les agriculteurs doivent consommer 50% moins d'eau. Les particuliers n'arroser qu'à certaines heures et certaines activités nautiques sont interdites. Pour les 38 en orange, ce qui correspond au niveau alerte sécheresse renforcée, on peut demander aux agriculteurs plus de 50% de baisse de l'irrigation et on peut aussi interdire l'usage de l'eau pour les particuliers. Enfin, pour les 46 départements ayant le statut de crise, les prélèvements d'eau sont réservés aux usages prioritaires, comme la santé ou encore l'accès à l'eau potable. Mais alors, quelles sont les causes de cette sécheresse? Il faut remonter au début de l'année pour saisir l'ampleur du phénomène. En janvier, il manquait 41% de précipitations par rapport aux moyennes de saison. En février, 38%, pareil en mars, donc 38%, et en avril, 25%. Sauf que normalement, c'est l'eau qui s'accumule l'hiver dans les glaciers qui font au printemps et en été, ce qui régule les cours d'eau. Donc il manque déjà une bonne partie de cette eau de réserve, sauf qu'en plus, c'est pas fini, puisque le mois de juillet est en passe de battre le record du plus faible montant de précipitation établi en 2020, où il était tombé seulement 16 mm de pluie sur l'ensemble du mois. Et pour l'instant, en 2022, il est tombé que 8 mm d'eau en juillet, alors imaginez. Cette conjugaison d'un hiver et d'un mois de juillet très aride nous mène à cette situation. Et d'ailleurs, je veux ici souligner un point, c'est que pour une fois, le dérèglement climatique n'est pas pour tout dans cette affaire. Car les scientifiques du GIEC s'accordent à dire que le niveau de précipitation restera constant en Europe en dépit du dérèglement climatique. Là où le dérèglement climatique joue un rôle dans cette sécheresse en revanche, c'est qu'il accentue les phénomènes extrêmes. Explication, les sécheresses seront de plus en plus sèches. Et les moments où il pleut des trombes et que tout est inondé, eh bien il pleuvra encore plus des trombes et tout sera encore plus inondé. Cette sécheresse suscite comme toujours de nombreux conflits d'intérêts dans l'usage de l'eau. Mais je pense que je reviendrai sur ce point la semaine prochaine car c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, je voulais présenter avant tout les raisons de cette sécheresse. On enchaîne donc avec la troisième actu de cette semaine, la gauche qui reproche au gouvernement d'avoir mis dans la loi pouvoir d'achat des articles climaticides. Votés en fin de semaine dernière,
Cette loi a pour but d'aider les Français à supporter l'inflation. Et premier hic dès l'article 12, qui permet la construction au large du Havre d'un terminal méthanier flottant par Total, ce qui permettrait d'importer du gaz naturel liquéfié américain. Le problème, c'est qu'une bonne partie du gaz américain est du gaz de schiste, et c'est contraire au droit à l'environnement en vigueur en France aujourd'hui. Direction maintenant l'article 16, qui lui autorise le relèvement par décret du plafond d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que le président peut maintenant décréter que la France peut émettre plus de gaz à effet de serre. Et en plus, le gouvernement prévoit la remise en marche de la centrale à charbon de Saint-Avold dans la Moselle. Le gouvernement justifie cette remise en marche par la crainte d'une pénurie d'énergie cet hiver, car un grand nombre de réacteurs nucléaires sont à l'arrêt, précisément 29 sur 56. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, a notamment déclaré que cela ne modifiait pas évidemment notre trajectoire de réduction de gaz à effet de serre. Difficile à croire pour la NUPES et certains activistes à l'heure où la France est déjà extrêmement en retard sur ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et direction maintenant l'international pour la 4e actu de la semaine qui concerne le retour en grâce dans la diplomatie internationale de Mohammed Ben Salman, pour la suite de la vidéo je dirais MBS, le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Cela a commencé le 16 juillet dernier, lors de la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient. Alors qu'MBS était persona non grata depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en octobre 2018, Joe Biden a décidé de le rencontrer et l'a même checké. Vraiment, cette image a beaucoup fait réagir. Et voilà, ça redonne au prince saoudien un poids international extrêmement fort, et ce jeudi 28 juillet, c'est au tour d'Emmanuel Macron de le recevoir à l'Elysée. Et vraiment, il faut se rendre compte que cela paraissait impossible il y a encore quelques mois. La question qui se pose maintenant est: pourquoi les grandes démocraties occidentales en viennent à redonner du crédit à un chef d'État autoritaire qui commet des crimes de guerre dans le conflit au Yémen et qui fait assassiner des journalistes? Eh bien, il faut regarder comme toujours avec l'Arabie Saoudite vers le pétrole et le gaz. Dans le cadre de la guerre en Ukraine, l'affaiblissement de l'approvisionnement en combustibles fossiles de la Russie a mené à une augmentation du prix sur les marchés du gaz et du pétrole. D'autant plus que l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, au sein de laquelle l'Arabie Saoudite a une forte influence, a refusé d'augmenter sa production de pétrole, ce qui a contribué à augmenter le prix. Et oui, ils sont pas bêtes, ils laissent le prix monter pour ensuite vendre plus cher leur pétrole. Sauf que dans les pays occidentaux, cette inflation peut avoir de très fortes conséquences électorales. Donc pour enrayer l'inflation et face au dérèglement climatique, on en vient à un paradoxe. On supplie MBS d'augmenter la production de pétrole de l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, pour que les prix baissent. Et en plus, cela n'a pas l'air de marcher, car comme le souligne cet article du Washington Post traduit par Courrier International, MBS a refusé d'accéder à la demande d'augmenter la production de pétrole, alors même qu'il a maintenant acquis une respectabilité diplomatique. Coup double pour MBS et coup dans l'eau pour les pays occidentaux. Et voilà, c'est sur cette actu que se conclut l'actu chaude, mais ne quittez pas la vidéo, car voici maintenant venu le temps de la piscine. La deuxième partie où je parle d'articles et vidéos YouTube moins inscrits dans l'actu, mais tout aussi important. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Et on commence sur cet article du Figaro sur la canicule maritime qui est actuellement en train de se produire. Je triche un peu car j'ai hésité à mettre cette actu dans l'actu chaude, mais je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. On y apprend qu'un pic à 30,7 degrés Celsius a été mesuré au large de la Corse et que certaines espèces de poissons sont renvoyées toujours plus au nord pour rechercher des températures plus adaptées à leur survie, ce qui amène à un changement important au niveau des écosystèmes. Article libre de droit et très clair, donc vraiment foncez. On enchaîne avec deux articles commémoratifs. Le premier de Reporter, qui à l'occasion de la tragique mort de James Lovelock se replonge dans la vie du scientifique britannique qui est un des premiers à avoir exprimé en 1979 dans son livre L'hypothèse Gaïa que les conditions qui rendent la vie possible sur Terre sont maintenues par les écosystèmes. Ainsi, si on se déconnecte et on détruit ces écosystèmes, aujourd'hui on le sait, l'humanité mourra. Deuxième article commémoratif, celui d'Alternative économique, qui célèbre les 50 ans du rapport Meadows. Le rapport Meadows, c'est un rapport paru en 1972 par le Club de Rome, intitulé « Les limites à la croissance », qui s'interroge déjà à l'époque sur l'idée d'une croissance infinie dans un monde fini. C'est un rapport fondateur dans la pensée écologique et Alternative économique se penche sur son histoire et son héritage. Malheureusement, article réservé aux abonnés, mais si vous avez l'opportunité de le lire, n'hésitez pas. Direction maintenant Le Monde avec ce reportage juste hallucinant sur le commerce d'eau de fonte des glaciers au Groenland. Des entrepreneurs la mettent dans les mêmes bouteilles en verre que le vin bordelais et ils vendent chaque bouteille d'eau 12 €. Et forcément, comme c'est au Groenland, ça concerne aussi la géopolitique vis-à-vis du Danemark et plus globalement les enjeux autour des ressources face au dérèglement climatique. Si vous avez vu la saison 4 de Borgen, la série politique qui se passe au Danemark,
Franchement, la même ambiance ressort de cet article. Voilà pour les articles, et cette semaine, j'ai une seule recommandation vidéo. L'inflation peut-elle sauver la planète de Stupid Economics en collaboration avec une journaliste du Monde, Léa Bello. Comme le titre le laisse penser, il se demande si la hausse du prix des hydrocarbures est une bonne nouvelle pour le climat et étendre la conversation à d'autres sujets comme tous les blocages qui s'opposent à la lutte contre le dérèglement climatique. Et on assiste même à un petit moment de désespoir de Léa Bello, la journaliste du Monde. Alors j'ai quand même des pensées positives, quand même des démarches qui sont pas non plus absurdes. Au niveau européen, il y a le Fit for 55 et donc ça a permis par exemple à l'IEA, bon, je la refais, parce que ça non plus ça va pas être positif. Bah pour être tout à fait honnête, il y en a pas de truc positif. Hein. C'est pour ça que j'ai besoin de vacances, parce que c'est pas possible. À chaque nouvelle vidéo que je fais sur ces sujets-là, je me rends compte à quel point c'est impossible d'arriver à mobiliser les gens et à sortir de là où on est, quoi. Franchement, c'est le genre de moment que j'ai assez souvent, donc je voulais vous le partager, car je me retrouve vraiment dans ce qu'elle dit. Mais en même temps, c'est important de regarder la réalité en face, donc il faut continuer à s'informer sur ces sujets pour savoir de quoi demain sera fait. Et c'est le moment où j'en profite pour vous inciter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine car c'est malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris des choses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!